Imaginez-vous entouré de neige. Il fait froid, vous êtes emmitouflé dans votre manteau et vous regardez les flocons tomber. C'est bientôt Noël. Vous pensez à votre famille, au repas que vous allez manger, aux cadeaux que vous allez recevoir. Puis, le bruit d'un obus vous tire de ce rêve. Non, la réalité c'est que vous êtes dans une tranchée. Nous sommes en décembre 1914, la guerre fait rage entre la France et l'Allemagne. Nous sommes passés d'une guerre de mouvement à une guerre de position et les soldats se sont enterrés dans les tranchées où les conditions de vie sont désastreuses. Particulièrement en hiver, la boue et le froid se mêlent aux rats et au traumatisme et compliquent encore un peu plus la vie des combattants. Cependant, même dans les moments les plus violents de l'histoire, il reste toujours une étincelle d'humanité. Le film Joyeux Noël, inspiré d'une histoire vraie, se fait porte-étendard de ce principe fondateur du droit international humanitaire, notamment en décrivant au début du film la façon dont la Croix-Rouge prend soin des blessés, ou la façon dont les parties s'entendent pour s'occuper de leurs morts, jusqu'à atteindre un point culminant lors de la trêve de Noël, où Français et Allemands ont déposé momentanément les armes pour fêter Noël ensemble. Dans ce podcast, nous vous proposons de retracer ces événements décrits dans Joyeux Noël, inspirés d'une histoire vraie, et de vous expliquer comment le droit international humanitaire n'est pas seulement le droit de la guerre, mais un droit humaniste. En préambule, il nous convient de préciser dans le cadre de ce film que les conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels que nous vous avons présentés dans nos précédents podcasts ne sont pas applicables. Cependant, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui reste valable à notre époque contemporaine. En effet, il existait déjà des conventions de Genève pendant la Première Guerre mondiale qui étaient les aînés des conventions de Genève contemporaines et qui ont posé les principes existants encore aujourd'hui. On sait que le droit international humanitaire a été conçu sur la philosophie d'un équilibre entre nécessité de la guerre et humanité, deux notions qui sont en apparence opposées. La Première Guerre mondiale, qui est au cœur de Joyeux Noël, a souvent été décrite comme une boucherie. Pourtant, elle a aussi été témoin de nombreux îlots d'humanité qui font honneur au principe d'humanité qui va faire l'objet de notre podcast aujourd'hui. Ce principe existe depuis l'aube des guerres et on en trouve des traces dans les plus vieux textes de DIH, tels que l'art de la guerre de Sun Tzu. Ce principe justifie notamment la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868, qui a été le premier texte à interdire l'usage de certaines armes causant des souffrances inutiles. Il prône ce principe, le principe d'humanité, il prône que dans tous les cas et dans toutes les situations, des solutions doivent être recherchées pour soulager les souffrances humaines. Ce principe est un guide dont découlent toutes les provisions du DIH. Joyeux Noël est le reflet de cette conception humaniste de la guerre à bien des écarts. Notamment, le film dépeint clairement les interventions de la Croix-Rouge sur le champ de bataille. Ces interventions résultent de l'obligation dépeinte notamment de l'article 6 de la première convention de Genève de 1864, qui exige d'évacuer et de soigner les blessés, y compris lorsqu'il s'agit des soldats ennemis. Dans le cadre de Joyeux Noël, cela voudrait dire que le personnel médical français avait le devoir de s'occuper à la fois des blessés alliés, mais également des blessés des parties contre laquelle la bataille faisait rage. Afin de s'assurer que le personnel puisse mener à bien leur mission médicale, ils sont protégés grâce à la neutralité absolue dont ils font preuve, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas choisir de s'occuper en priorité des blessés de leur propre partie. Au nom de ce principe, ils sont donc protégés contre les attaques. Donc, lorsque le film nous montre du personnel médical sous les balles de l'ennemi, il est important de souligner que les attaques envers ce personnel sont interdites par le droit des conflits armés. Ces attaques sont d'autant plus injustifiables que, comme nous le montre le film, le personnel médical a fait l'effort de se distinguer en portant de façon visible la Croix-Rouge sur fond blanc, comme l'exige l'article 7 de la première convention de Genève de 1864, et qui est une obligation que nous retrouvons encore aujourd'hui. En période de conflit armé, le signe distinctif de la Croix-Rouge sur fond blanc est la manifestation visible de la protection que le DIH accorde aux services, aux équipements et aux bâtiments sanitaires des forces armées, ainsi qu'à certaines organisations humanitaires qui travaillent aux côtés des militaires pour alléger les souffrances des blessés, des prisonniers et des civils touchés par le conflit. Was? Du hast gerade einen Sanitäter erschossen. Was, wie kannst du das wissen? Warum haben Sie zuerst geschossen? Da draußen ist ein Schotter rumgeschlichen, Herr Oberleutnant. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Gut so. Le deuxième témoignage qu'on retrouve dans le film à propos du principe d'humanité, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant le principe de distinction. C'est un principe selon lequel il est interdit d'attaquer volontairement des personnes ou des biens civils. À l'époque de la Première Guerre mondiale, ce principe pouvait se retrouver de façon embryonnaire dans certains textes.
Ces textes exposaient que le but de la guerre est d'affaiblir les forces armées de l'ennemi, ce qui exclut implicitement les civils des cibles légitimes, c'est-à-dire des cibles qu'on a le droit d'attaquer. Dans le règlement de La Haye de 1907, on retrouve aussi qu'il est interdit d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit des villes, des villages, des habitations ou des bâtiments qui ne sont pas défendus. Ce principe est un parfait symbole de cet équilibre entre nécessité militaire et humanité, c'est-à-dire la distinction entre ce qui apporte un avantage militaire et au contraire ce qui doit être préservé au nom de notre humanité. Les civils n'ont bien souvent rien à voir avec le conflit. À ce titre, les blessés ou les mettre hors d'état de nuire n'apportent aucun avantage militaire. C'est la raison pour laquelle ils sont encore aujourd'hui protégés explicitement contre les attaques à travers le DIH. Dans le film Joyeux Noël, on voit que cette notion est abordée, notamment lorsque le général Audebert dit au lieutenant Audebert que les Allemands sont corrects avec les civils. Vous avez réussi à avoir des nouvelles cette fois-ci? J'ai essayé par la Croix-Rouge, mais rien à faire. Impossible de savoir ce qui se passe dans les zones occupées par l'ennemi. D'après nos renseignements, les Allemands sont corrects avec les civils. Alors qu'il est, ta femme est sûrement en vie chez ses parents. Avec son petit. Par là, l'officier sous-entend que les attaques, notamment les bombardements qui ont été lancés contre des sites militaires et que toutes les précautions ont été prises pour épargner les civils contre les effets des attaques. Il est important de préciser que les combats de la Première Guerre mondiale s'étaient globalement tenus loin des populations civiles, qui avaient été relativement épargnées, au contraire de ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, ou même encore maintenant dans les conflits armés contemporains, où les combats en milieu urbain représentent un enjeu majeur. Similairement, c'est au nom du principe d'humanité que le droit encadre la pratique des belligérants, qui consiste à pouvoir passer des accords entre eux pour cesser momentanément les combats. La pratique collectée montre qu'une trêve peut être instaurée par plusieurs raisons, notamment une qui concerne le traitement des morts. Le principe d'humanité ne cesse pas après la mort. La dignité des morts est un sujet de préoccupation du droit international humanitaire qui se retrouvait déjà implicitement à l'époque de la Première Guerre mondiale. Notamment la Convention de Genève de 1906, à son article 4, précise que même dans la mort, les soldats doivent être protégés contre le vol et les mauvais traitements. Dans le film, on voit qu'un éloge funèbre est prononcé par le prêtre Gosselin sur la tombe des défunts, et on peut entendre Sorensen, qui est une chanteuse d'opéra allemande qui a réussi à obtenir un laissez-passer pour retrouver son compagnon Spring envoyé à la guerre, qui se retrouve dans les tranchées lors de cette trêve. Et donc on l'entend affirmer que les familles seront informées du décès de leurs proches. In ein paar Tagen werden ihre Familien, ihre Frauen, die schreckliche Nachricht erhalten. Il est intéressant de noter que ce prêtre fait partie des troupes écossaises et que l'éloge prononcé est également prononcé pour les morts de la partie adverse. Cette scène est une bonne représentation des règles de DIH selon lesquelles, tout comme le personnel médical, le personnel religieux est neutre et est protégé contre les attaques. On voit donc que si le personnel médical soigne les corps, le personnel religieux soigne les maux de l'âme. Toutefois, dans le film, l'humanité a atteint son point culminant lorsque les lieutenants de chaque armée se rencontrent pour faire un cessez-le-feu lors de la veille de Noël, le 24 décembre 1914. Une bouteille de champagne est ouverte pour conclure le cessez-le-feu. Ici, il n'était pas question de cesser les combats pour d'autres raisons que la célébration des fêtes. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Joyeux Noël. Il faut noter que ces trêves ne sont pas une obligation en droit. Tout comme le film le dépeint, les cessez-le-feu ou ces trêves sont souvent spontanées ou sporadiques. Rien n'oblige les parties à laisser les armes pour les fêtes de fin d'année. Elles sont juste témoins d'une profonde humanité chez les belligérants derrière leurs uniformes de guerre. À cet égard, ces mesures visant à permettre aux parties à un conflit de faire une trêve, de même que les mesures prises pour assurer le respect des défunts, font désormais partie intégrale du DIH moderne. En effet, en ce qui concerne plus spécifiquement les trêves, de telles ententes ou accords bilatéraux ne sont désormais pas inusuels entre les parties à un conflit. Elles peuvent au contraire être passées entre les parties et des organismes comme la Croix-Rouge qui aident parfois même à les négocier. Des ententes visant à interrompre les hostilités telles qu'à Noël ont par ailleurs constitué la bonne pratique ayant servi à forger cette règle en DIH moderne. On retrouve d'autres exemples partout dans le monde où on voit que les combats cessent pour les fêtes de fin d'année.
Ainsi, on peut dire que le champagne, le vin, le chocolat et les parties de soccer partagées entre les soldats dans Joyeux Noël, de même que ce joli charroux passant d'une tranchée à l'autre et qui a pu faire sourire plus d'un spectateur, représente une autre facette des conflits armés, plus humaine, où l'humanité remplace, le temps d'un instant, la nécessité militaire. Concernant l'utilisation des animaux, il est arrivé à plusieurs reprises dans la grande histoire de la guerre que les chats soient utilisés pour chasser les rats des lieux où vivent les soldats, quitte à ce qu'ils agissent parfois même comme un baume sur l'âme des combattants aguerris, comme compagnons offrant du soutien moral, et pourquoi pas, comme un étendard de l'humanité.